Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais réagir par rapport à un article qui est paru le 3 juillet 2018. Donc c'est pas tout récent, mais je viens de tomber dessus. Donc qui a été publié sur La Croix et écrit par Pierre Bienvaux, c'est ça. Donc en fait, l'article stipule que, enfin, présume plutôt que les parents d'enfants handicapés ressentiraient un stress équivalent à celui d'un soldat. Et donc, comme toujours, c'est un sujet assez délicat, mais ça me tenait à cœur de réagir à ce sujet. Alors la première chose, évidemment, quand on voit ce genre d'article, quand on tombe sur ce genre d'article, c'est naturellement de se demander euh, d'où ça vient, pourquoi ce titre, et de pouvoir essayer de vérifier le plus possible quelles sont les sources et les informations et pourquoi cette hypothèse ou pourquoi le journaliste avance ce genre de choses. Donc en fait, pourquoi j'ai voulu réagir par rapport à cet article, c'est que évidemment le titre, euh, le titre résonne très fort pour toutes les personnes qui sont concernées par le handicap, qui ont vécu ça et qui sont passées par là. Euh, c'est de se demander réellement, voilà, donc la question c'est est-ce que un parent d'enfant handicapé ressent un stress équivalent ou supérieur à un soldat. Et en fait, ça me dérange beaucoup parce que ça me paraît totalement disproportionné et surréaliste. En fait, je vais m'expliquer, mais je pense pas qu'on puisse en fait simplement comparer les deux. Je pense dans ce genre de débat, de société très, très important, mais aussi très délicat, c'est bien sûr d'avoir des sources. Donc en fait, quand on lit l'article, le plus gros problème pour moi en fait, c'est quand on lit l'article, on se rend compte qu'il n'y a aucune base scientifique à ça. Donc en fait, c'est pas du tout le sujet qui me dérange, c'est plutôt la façon dont il est présenté, dont il est amené, et ce qu'on va mettre en avant, et quel est réellement les faits qu'on a pu collecter ou les données qu'on a pu collecter sur ce sujet. Donc si par exemple, pour moi, on dit que les parents d'enfants handicapés ressentent un stress équivalent à, au stress d'un soldat, il faut que ça se base sur quelque chose. Dès ce moment-là, alors de quel enfant en fait, de quel type de handicap on parle, de quel type de parents, de quelle classe sociale et de quel type de soldat. Est-ce qu'on parle d'un soldat déployé en mission? euh, Tout ça pose énormément de problèmes. Donc si on lit l'article, on se rend compte en fait dès les premières lignes que ça ne correspond à rien du tout. On lit en fait qu'une mère d'un enfant handicapé, on ne sait pas quel type de handicap, mais qu'une certaine Jessica témoigne et elle dit j'ai lu un jour que les parents d'enfants handicapés ressentent un stress équivalent à celui d'un soldat. D'accord, mais j'ai lu un jour. Ça correspond à quoi? Ça veut dire quoi? J'ai lu un jour, j'ai lu quand ça, où ça, par qui l'a écrit. Cette phrase de cette personne, Jessica, est sortie d'un livre de l'UNAPEI, qui est une organisation. Le livre compacte des témoignages autant de professionnels du secteur du handicap, de volontaires et de parents ou de personnes liées à un enfant handicapé. Venons-en au sujet à proprement parler. Donc, est-ce qu'on peut réellement comparer le stress d'un soldat à celui d'un parent d'un enfant handicapé? Et si on peut le comparer, est-ce que les deux sont réellement équivalents? J'ai un doute qu'on puisse réellement mesurer, quantifier le stress, que ce soit celui d'un soldat ou d'un parent d'enfant handicapé. Euh, c'est tellement complexe le stress, ça a tellement de sources différentes que c'est pas quelque chose qu'on peut réellement quantifier et il n'y aura jamais une cause précise. Euh, donc, bien sûr, que ce soit le stress du soldat, il y aura l'environnement dans lequel il se trouve, il y aura
la division dans laquelle il se trouve, il y aura les collègues avec qui il se trouve. C'est la même chose pour le parent d'enfant handicapé. Ça dépend de sa condition sociale, de l'environnement dans lequel il est. Il y a tellement de choses qui vont entrer en ligne de mire euh, par rapport à ce stress que c'est très compliqué de le quantifier et de savoir même réellement euh, qu'est-ce que c'est le stress, qu'est-ce qu'on englobe dans le stress, est-ce qu'on englobe la nervosité, l'anxiété. Donc ça c'est réellement très très compliqué. Et donc quand on dit que le stress est équivalent, comment, comment on l'a mesuré, qui on a interrogé pour savoir ça. Et c'est là où de nouveau ça me dérange un peu, c'est que finalement on peut avancer ce genre de choses, ce genre d'hypothèses, et on peut les dire, mais il faut, pour moi, qu'il y ait réellement alors derrière une étude scientifique et qu'on balance pas ça comme ça, parce que c'est un sujet grave, c'est un sujet important et qu'il demande, je pense, le sérieux nécessaire à la question. Il n'y a pas réellement eu de sondage ou d'enquête pour savoir, voilà, auprès de tel nombre de parents, quel est le stress ressenti, pourquoi, quelles sont les causes, où ils habitent, quel est le handicap de leur enfant, quel âge, ce genre de choses. À aucun moment il n'est réellement expliqué, quand on parle d'enfants handicapés, de quel type de handicap on inclut quand on dit les parents d'enfants handicapés. Si on inclut tous les handicaps, j'ai réellement un doute que, que le stress engendré par un enfant handicapé soit équivalent à celui d'un soldat. Il y a évidemment des handicaps très très lourds, mais il y a des handicaps assez légers, si on peut dire, comparés à ceux qui sont plus lourds en tout cas, qui je pense engendrent un stress différent de celui d'un enfant normal, pour peu que ça ait du sens de dire ça, mais néanmoins qui n'est pas non plus, et qui n'est pas forcément ou nécessairement, ce n'est pas parce qu'on a un enfant handicapé qu'il y a forcément un stress supplémentaire d'un enfant normal. Éduquer un enfant, élever un enfant, mettre au monde un enfant, c'est déjà en soi quelque chose de stressant, de difficile et de complexe. De quel type d'enfant handicapé parle-t-on? Il y a tellement de types de handicap. Alors il y a les handicaps assez légers, si on peut dire ça comme ça, donc c'est-à-dire déficients visuels, sourds, amputés. Alors je dis léger par rapport par exemple à des enfants autistes, peut-être paraplégiques, avec des multi-handicaps, mais je pense, et c'est là où c'est dommage que ça ne soit pas mieux expliqué, c'est que quand on dit, quand on parle d'enfants handicapés et de stress, à mon avis, on parle plutôt d'enfants handicapés qui n'ont aucune autonomie, qui n'ont pas forcément beaucoup de développement, des enfants qui ont des troubles de la personnalité, qui n'ont pas forcément l'usage ou la possibilité de parler, de s'exprimer, voire même éventuellement de communiquer. Donc, c'est-à-dire des enfants qui ne peuvent pas évoluer et communiquer avec leurs parents parce qu'ils n'en ont pas les possibilités, que ce soit les possibilités physiologiques ou les capacités mentales. Donc là, on est sur des handicaps, des types de handicaps beaucoup plus lourds. Il y a les handicaps génétiques, les déficits immunitaires. Donc, il y a les enfants handicapés qui vont avoir des handicaps qui se dégradent. Donc, la situation n'ira jamais mieux et elle n'ira que plus mal. Alors, parfois, l'espérance de vie n'est pas toujours très grande. Pour certains, il n'y aura jamais, en tout cas à l'heure actuelle, de possibilité de développement ou d'amélioration par rapport à ce handicap. Pour d'autres, la science évolue, la médecine évolue, et même si on est au balbutiement, il y a des possibilités d'évolution. Donc déjà, entre un parent, peut-être pour qui il y a peut-être éventuellement une fenêtre, une ouverture,
d'une possibilité d'évolution pour l'enfant et un enfant dont l'espérance de vie n'est pas garantie peut-être au-delà de 20 ou 30 ans, peut-être parfois beaucoup moins, pour laquelle il n'y a pas d'études, pas de remèdes, pas de connaissances sur le handicap, pas de possibilité d'évolution, ou encore un enfant dont la situation est stable et a priori devrait rester stable, eh bien tout ça, ça rentre en compte. Toutes ces choses vont se mélanger et vont entrer en ligne de compte dans le stress que va ressentir le parent. Donc sa situation, la façon dont il est supporté par ses proches, par l'école, par les médecins, par sa ville, son village, sa commune, mais aussi le type de maladie, comme je l'ai dit, est-ce que ça va évoluer, est-ce que ça ne va pas évoluer, est-ce qu'il y a des possibilités de guérison ou d'apaisement, parce que parfois il n'y a pas de possibilité de guérison, mais il y a possibilité de soulager au jour le jour. C'est pas forcément extraordinaire, mais c'est déjà mieux que rien. Donc toutes ces choses vont faire en sorte que chaque personne, chaque enfant handicapé va ressentir une situation quasi unique, enfin une situation unique qui pour moi ne peut pas être comparée d'un enfant à l'autre. Et donc déjà entre enfants handicapés, entre parents d'enfants handicapés, la comparaison est tellement délicate, tellement difficile et probablement impossible, que en plus la comparer à autre chose, au stress d'un soldat, ça me paraît difficile. Partons du principe que on parle d'enfants avec des handicaps lourds ou très lourds et d'enfants qui n'ont pas la possibilité d'être autonomes, parce que pour moi simplement si on parle d'enfants par exemple aveugles, sourds, muets ou amputés, ce sont des enfants déjà qui vont pouvoir grandir, qui vont pouvoir évoluer en tant qu'adultes avec des difficultés dans la société, mais qui vont pouvoir être autonomes. Il n'y a aucun problème à pouvoir être autonome si on est amputé, si on est en chaise, si on est déficient visuel, si on est aveugle, si on est sourd ou muet. Ça va être plus compliqué, mais la possibilité existe. Tandis qu'un enfant polyhandicapé, avec un lourd déficit mental, ne va jamais être capable de s'occuper de lui-même. Et donc là, on est pour moi encore dans deux catégories différentes. Donc je pense que l'article parle plutôt de parents d'enfants handicapés lourds. Par rapport à ce stress, donc, on le compare à celui d'un soldat. Alors, c'est quand même étonnant parce que on est dans deux mondes complètement différents. D'un côté, on est dans la sphère publique, de l'autre, on est dans la sphère privée. D'un côté, alors même s'il y a des difficultés, on est plutôt dans le domaine de l'amour et de la tendresse, et de l'autre dans celui de la guerre et de la haine. Donc le soldat déjà, on parle, en tout cas de ce que la personne dit, elle parle bien d'un soldat sur le champ de bataille. Donc on parle d'un soldat déployé, d'un soldat en mission. Et c'est là où j'ai quand même un gros problème, parce que je ne vois pas à quel moment un soldat qui tous les jours va être confronté à la mort, à la haine, à la torture, à tout ce que l'humanité peut avoir de plus inhumain finalement. Alors, j'ai du mal à comprendre comment on peut comparer ça finalement à un enfant handicapé. Parce que le soldat, tous les jours, par exemple si on prend un soldat en Irak, en Syrie, tous les jours, il va se demander si à la fin de la journée il sera encore en vie. Le soldat, il vit quand même dans un milieu hostile, qui lui est hostile,
quand il est sur le champ de bataille, à chaque instant, sa vie est en danger. Sa vie est en danger, mais par exemple, il peut avoir sous sa responsabilité la vie de beaucoup d'autres personnes, la vie d'un commandement, d'un bataillon. Il peut être en train de conduire, par exemple. Donc chaque décision qu'il prend peut engendrer la mort de nombreuses personnes derrière lui, qu'il supporte, qu'il commande. Et il peut avoir aussi en charge peut-être la protection de personnes, la protection de populations, de minorités. Et donc, je comprends vraiment pas en fait comment on peut comparer ce stress-là, qui pour moi est forcément inégalé, au stress que peut ressentir un parent d'enfant handicapé. Parce que le soldat, lui, n'aura finalement que très peu de retour par rapport à ce qu'il va faire en mission. Si ce n'est peut-être, il peut être décoré, il peut avoir un retour de son pays, de ses supérieurs, mais la mère, le père d'un enfant handicapé, les proches, même s'il n'y aura pas forcément le moyen de communiquer, il y aura quand même des échanges, il y aura quand même de l'amour, il peut y avoir des expressions de tendresse de la part de cet enfant, il peut y avoir des signes d'affection. Donc, par contre, le soldat, lui, quand il part en mission, il part à la guerre. Donc, j'espère quand même que les parents d'enfants handicapés, quand ils se lèvent, ils ne se disent pas je vais à la guerre, je vais sur le champ de bataille. Et alors, en lisant les commentaires, suite à la publication de cet article, que vous pouvez retrouver sur Facebook, on voit beaucoup de mères, essentiellement des mères, alors des femmes, je ne sais pas si sont forcément toutes des mères, mais des femmes qui disent que ce qu'elles vivent au quotidien, c'est bien pire que la guerre, c'est bien pire que le déploiement d'un soldat en mission. Et là, j'ai quand même un problème avec ça, parce que ça voudrait dire que, par exemple, cette mère qui dit ça, si on l'envoie aujourd'hui en Syrie, au Congo ou sur d'autres champs de bataille particulièrement violents, particulièrement atroces, c'est-à-dire que cette personne-là va se dire en fin des vacances, c'est-à-dire elle va se dire puisqu'elle affirme que éduquer son enfant handicapé, ce stress-là est bien supérieur à celui d'un soldat au front, ça veut dire que dans les situations, par exemple en Syrie, sur le terrain, cette personne-là se dirait ici c'est bien plus calme que chez moi, je ressens moins de stress. Je ne pense pas que ce soit sincèrement et de façon raisonnée possible. D'après moi, c'est tout simplement pas réaliste, et puis ça donne quand même pas une image de l'éducation d'un enfant handicapé très joyeuse. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des difficultés, mais de là à comparer ces deux choses, ça me semble un peu brut et pas forcément idéal pour donner une bonne image, parce que éduquer un enfant handicapé, comme j'ai dit, c'est aussi de l'amour. Ce qu'on remarque, c'est que la plupart des témoignages sont ceux de femmes, de mères. Et je pense qu'il y a aussi quelque part là-dedans le fait qu'il y a la reconnaissance, par exemple, du syndrome post-traumatique, que l'on connaît et qui est étudié depuis un certain nombre d'années. Alors ça a commencé après la Première Guerre mondiale, mais ça s'est surtout développé dans les années 80-90, et aujourd'hui on connaît bien ça. En tout cas, c'est suivi, c'est étudié, les syndromes post-traumatiques. Ce sont surtout des fonctions d'hommes, ça ne veut pas dire que c'est surtout lié à des hommes, mais ça veut dire que c'est principalement reconnu dans des fonctions d'hommes, c'est-à-dire les pompiers, les policiers, les militaires, éventuellement dans une moindre mesure les médecins urgentistes, les chirurgiens. Donc toutes ces fonctions, soldats, policiers, militaires, pompiers, sont des fonctions principalement masculines.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des femmes qui ne souffrent pas de syndrome post-traumatique, et ça veut simplement dire que ce sont des milieux plutôt masculins. Et donc il y a peut-être quelque part aussi un dégoût de la part de ces mères et de ces femmes de ce manque de reconnaissance. Et ça, il ne faut pas le nier, que ce soit le manque de reconnaissance des personnes handicapées ou le manque de reconnaissance de leurs aidants, de leurs proches, de leurs parents. Ça, il n'y a aucun doute sur le sujet. Il y a un manque clair de reconnaissance du stress au quotidien et sur la longue durée lié au handicap. Maintenant, le syndrome post-traumatique, c'est le soldat est en mission et c'est après cette mission ou la multiplication de ces missions qu'il va ressentir ces différents symptômes et cette maladie et va souffrir des différents troubles. Alors le problème, c'est que si on parle par exemple des enfants handicapés avec un handicap lourd qui ne seront jamais autonomes, ces parents vont devoir s'en occuper toute leur vie. Et donc il est difficile d'étudier réellement un syndrome post-traumatique puisqu'il n'y a pas réellement de post-traumatique. On est toujours quelque part dans le traumatique puisque toute leur vie, ils vont s'occuper ou ils vont avoir cet enfant à charge puisque lui-même ne sera jamais capable d'être autonome. Si je parle de syndrome post-traumatique, c'est que j'ai lu plusieurs fois des mères, des femmes, de parents handicapés qui réagissaient à cet article et qui disaient que donc, leur situation, elles se vivaient au quotidien, que tous les jours elles étaient sur le champ de bataille, ça c'est l'analogie qui est employée. Je ne pense toujours pas qu'elle soit appropriée ni justifiée et qu'on puisse comparer un champ de bataille à l'éducation d'un enfant aussi grande et difficile que soit la vie au quotidien et disons les difficultés que la famille, que l'enfant, les parents peuvent subir. Mais donc on a ces personnes qui affirment que en fait finalement le soldat lui il va en mission, il rentre chez lui et puis tout va bien, il n'y a pas de problème. Je veux dire, il se retrouve confronté à des situations très très délicates, il voit beaucoup de choses très très difficiles et finalement il rentre chez lui et il n'en a aucune séquelle, tout va bien, il a tout oublié, voilà. Et ça c'est faux tout simplement, je veux dire. Il faut être réaliste et il faut être raisonnable. Un soldat déployé en mission, ce qu'il voit est assez difficile, ce qu'il fait est assez difficile, et dire que ce qu'il vit c'est le moment de sa mission et quand il rentre chez lui c'est fini, qu'il n'y a aucune conséquence par rapport à son travail, ça c'est pas admissible. En fait c'est peut-être difficile à entendre, mais c'est pas possible de dire ce genre de choses tout simplement parce que c'est pas vrai. Comme je l'ai dit, les études sur les syndromes post-traumatiques, je pense qu'elles sont assez nombreuses et qu'elles sont assez fouillées pour comprendre qu'il y a de réels impacts sur le fait d'être déployé à la guerre et ce qu'on vit après avoir vécu la guerre. Maintenant, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent quand même être comparables entre le stress d'un soldat et le stress d'un parent handicapé? Oui, comme tout. Je pense par exemple, ce qu'on peut imaginer, c'est un enfant qui crierait beaucoup, qui serait très agité et en permanence. Naturellement, que ce soit en zone de guerre ou avec cet enfant par exemple agité, un des troubles les plus fréquents, ça va être les nuisances sonores, c'est-à-dire le bruit qui n'en finit jamais, 24 heures sur 24, et qui au bout de quelques semaines, de quelques mois et de quelques années devient insupportable, invivable, et va engendrer des troubles d'anxiété et qui peuvent développer au-delà de l'anxiété des choses plus graves. On peut dire que quelque part le soldat va être confronté à la mort et certains parents d'enfants handicapés, comme je l'ai dit, avec des espérances de vie
pas très grandes ou avec des maladies dégénératives et qui n'évoluent pas dans le bon sens de façon assez rapide, peuvent être finalement amenés à ressentir, je dirais, des choses similaires. Un autre élément qui est clairement comparable entre les soldats et les enfants de personnes handicapées, c'est l'indécision, c'est le fait de ne pas savoir de quoi demain sera fait. Donc quand on vit avec un enfant handicapé, on ne sait jamais de quoi le lendemain sera fait, et ça c'est toujours difficile pour prévoir, pour préparer, pour envisager son propre futur en tant que femme, en tant qu'homme, en tant que père et mère de famille, peut-être même avec d'autres enfants, aussi handicapés ou pas, donc peut-être plus légers, peut-être plus lourds. Donc c'est très difficile de, de, de se projeter et oui, simplement d'envisager de quoi demain sera fait. Et le soldat, finalement, lui, c'est la même chose. Il agit au jour le jour, peu importe son grade, il fait ce qu'on lui dit, mais il ne sait jamais de quoi le lendemain sera fait, il ne sait jamais avec qui il sera toujours là, ou qui aura peut-être disparu, qui aura été blessé, qui sera rentré à la maison. Donc, toutes ces choses-là, il y a vraiment l'indécision. Et le fait aussi, comme je l'ai dit, c'est que, alors, le soldat, lui, sa vie va être mise en danger. Alors, les parents, eux, c'est la vie de leur enfant qui est en danger ou qui peut l'être. Bien sûr, il y a tous les problèmes liés au suicide. Certains parents vont avoir la possibilité d'engager des aides soignantes ou de mettre leur enfant éventuellement dans des institutions spécialisées. Alors les places sont très très limitées selon les pays. C'est très difficile, donc les quelques-uns qui ont pu trouver des places sont plutôt des privilégiés. Alors voilà, ça leur permet d'avoir un répit. Dans ce cadre-là, on pourrait éventuellement comparer le stress, par exemple, ressenti entre le moment où ils ont leur enfant à leur charge et le moment où d'autres personnes, professionnelles ou non professionnelles, s'en occupent. Et là, on pourrait avoir une bonne idée, par exemple, de ce que ça représente au quotidien, concrètement, le stress et le fait de devoir s'occuper de cet enfant entièrement par rapport à d'autres moments où ils peuvent par exemple être là, mais sans forcément devoir s'en préoccuper ou s'en occuper à 100%. Pour conclure, je dirais donc que pour moi, en fait, le problème, c'est surtout de ne pas bien expliquer quand on dit les parents d'enfants handicapés, de quel type de handicap on parle, de quel type de parents, et surtout qu'on va comparer ça au stress d'un soldat. On compare deux choses qui simplement pour moi ne sont pas comparables. C'est ça le problème de l'article, c'est la façon dont on parle, dont on en parle, dont on parle du sujet, et finalement qu'on n'explique rien et qu'on n'explique pas du tout pourquoi ce stress est si important. Finalement, ça serait plus intéressant d'avoir un bon article sur qu'est-ce qui engendre ce stress plutôt qu'aller le comparer à une situation qui n'a pas lieu d'être. Et c'est ça que je trouve dommage parfois, c'est que des associations, cet article a quand même été partagé un certain nombre de fois, des associations d'handicapés, de parents d'enfants handicapés vont partager ce genre d'article, mais je ne pense pas que ça sert la cause des personnes handicapées. Pour moi, le seul moyen de retrouver un peu plus de respect de la part de la société et plus de compréhension et d'écoute, le seul moyen en fait c'est de dire la vérité, de dire sa vérité, d'exprimer les choses et de montrer les choses comme elles sont, mais ne pas aller au-delà et dire des choses qui n'ont pas lieu d'être. Et finalement, faire ce genre de comparaison, je pense que
ça n'apporte que des mauvaises choses, ça n'apporte que des mauvaises images, ça ne fait que renforcer certains stéréotypes par rapport aux personnes handicapées, et ça ne va jamais aider la cause, parce que tout ce qu'on fait, c'est renforcer des stéréotypes, et les stéréotypes sont déjà tellement nombreux et tellement ancrés par rapport aux personnes handicapées, que si on vient en rajouter d'autres totalement infondés, forcément c'est un stéréotype donc c'est infondé, mais si on vient en rajouter d'autres, on va jamais s'en sortir, et on n'arrivera jamais à finalement à faire comprendre réellement quelles sont les difficultés des personnes handicapées. Je ne dis pas du tout qu'il n'y a pas de stress, qu'il n'y a pas une douleur immense de la part des personnes euh, éduquant un enfant handicapé, mais que il ne faut pas se tromper de combat et comparer à des choses incomparables. Donc si vous avez envie de réagir, n'hésitez pas, de façon raisonnée et intelligente, s'il vous plaît. Je pense que le sujet est forcément intéressant, mais qu'il mérite d'avoir un débat plutôt serein. Merci bien.